Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Merci d'être avec nous durant cette petite heure, durant laquelle vous serez interrogé par 3 de nos journalistes, dont 2 de nos belles régions. Je vous les présente tout de suite, à commencer par Fabrice Wesser-Redon, secrétaire général du bureau parisien du groupe EBRA. Il représente ici le Grand Est et tous les journaux du Grand Est. Bonjour Fabrice. Bonjour Marie, bonjour Manon Aubry. Bonjour. Hubert Coudurier est également de retour parmi nous. Hubert Coudurier, qui est le directeur de l'information du Télégramme et qui représente ici la Bretagne. Bonjour, cher Hubert. Bonjour Marie, bonjour Manon Aubry. Bonjour. Et également un journaliste de Public Sénat, journaliste politique, Quentin Calmet, qui représente lui-même et Public Sénat. Et la politique. Voilà, les présentations. C'est déjà pas mal de choses, c'est tous les territoires. Voilà, les présentations sont faites. On commence toujours ici par une petite figure à poser, c'est le questionnaire de Proust. Chacun va vous poser une petite question, à vous de répondre. Allez, c'est Fabrice qui s'y colle. Est-ce que vous sauriez nous dire votre personnage historique préféré ? Je crois qu'il y en a un qui est peut-être d'actualité puisqu'on parle beaucoup du droit des femmes cette semaine et notamment du droit des femmes à disposer de leur propre corps. Je pense évidemment à Gisèle Halimi qui était l'avocate du fameux procès de Bobigny en 1972, qui avait défendu des femmes qui avaient eu recours illégalement à l'avortement, qui avait donné suite à la loi Veil en 1974, la loi sur l'avortement, qui paraît pour ma génération une évidence. Moi, je suis née bien après, donc je suis née, l'avortement était déjà légal. Mais en tant que députée européenne, je vois comment le droit à l'avortement est remis en cause dans un certain nombre d'États européens. C'est le cas notamment en Pologne. Et donc, c'est la démonstration de ce que finalement Simone de Beauvoir disait, qu'il suffira juste d'une crise pour que ces droits, et notamment les droits des femmes, soient remis en cause. Donc, plus que jamais, il faudra être les héritiers de Gisèle Halimi pour défendre le droit à l'avortement. On en reparlera. Hubert Coudurier. Alors, votre livre de chevet, un auteur préféré, une citation de cet auteur, vous pensez à qui ? On va laisser Gisèle Halimi de côté, vous l'avez déjà dit. Oui, puis je parlais aussi de la citation de Simone de Beauvoir qui était d'actualité. Mais moi, il y a une phrase que je citais souvent à la fin de mes interventions pendant cette campagne présidentielle parce que je trouve qu'elle est mobilisatrice pour notre camp politique, la gauche qui s'inscrit dans une histoire plus longue qui est celle de l'émancipation collective. Cette phrase, elle est assez connue, c'est celle de Jean Jaurès qui disait « L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais justifie l'invincible espoir. » Et c'est cet espoir, en fait, qui nous mobilise, en tout cas moi, qui me mobilise en politique. Évidemment, on sait qu'on fait face à un contexte difficile. La planète est en train de cramer, les inégalités sont en train d'exploser. Les gens ne savent pas comment ils vont payer leurs factures à la fin du mois. Et pourtant, on se bat avec l'espoir que, justement, on s'attaque aux causes profondes des inégalités, du changement climatique et surtout qu'on y arrive. Et moi, je viens du secteur associatif à la base, je n'avais pas forcément vocation à faire de la politique. Et si j'ai sauté le pas, c'est avec cette conviction qu'à la fin, on pourra changer la vie des gens. Et donc cet espoir de Jean Jaurès, on s'inscrit encore dedans. On l'entend bien. Oui. Quentin. Alors effectivement, c'est peut-être mon prisme de journaliste parlementaire, mais est-ce qu'il y a une loi emblématique ? On imagine la loi Veil, mais est-ce qu'il y a une loi comme ça qui vous semble très emblématique ? Pareil, je vous citerai bien une loi bien avant que je sois née et pourtant qui fait partie de ces fondamentaux qui paraissent comme un acquis et qui sont pourtant remis en cause. Je pense à la sécurité sociale et à la protection sociale, donc la loi sécurité sociale mise en place par le général de Gaulle en 1945 à la sortie de la guerre, dont le principe est simple, c'est qu'on cotise tous en fonction de nos moyens et on reçoit en fonction de nos besoins. Et c'est le principe global des prestations sociales et de la protection sociale, et particulièrement la sécurité sociale. On voit là les remises en cause. Quand vous allez aux urgences et que vous avez un ticket modérateur, je crois que c'est 18 € maintenant, je ne sais plus si c'est 16 ou 18 €. Donc vous payez pour avoir juste droit d'être soigné en urgence, ce qui est aussi contre-productif d'un point de vue de la santé, parce que ça va être des gens qui vont renoncer aux soins. Et donc ça, on y est profondément attaché, et on est le lendemain d'une mobilisation du secteur de la santé qui se bat pour avoir des moyens dans les hôpitaux, et notamment dans les hôpitaux publics. Donc je crois que c'est l'actualité. Alors cette semaine, ça a été l'affaire Caténins qui a mobilisé les médias. Je suis surprise que vous m'en parliez. Voilà, c'est pas une surprise. Je vais essayer de poser les choses un peu différemment en attaquant ma première question. C'est, dans le fond, au-delà du fond de l'affaire, on va y revenir, on a dit qu'il y avait un petit bénéfice politique pour les féministes, je n'oserais dire radicales, au sein de la France insoumise, parce que, sans même parler de l'Alliance bolivarienne, les hommes de LFI seraient des gros machos, inspirés par le côté latino-américain, vous savez, la révolution de Más que Nunca, du temps de Che Guevara, et que donc c'était une manière à la fois pour vous de les remettre à leur place,
mais aussi de vous affirmer, et que c'était aussi un coup politique. J'aime pas du tout cette manière de raconter l'histoire. L'histoire, c'est... il y a un homme, un porte-parole de notre mouvement politique, qui reconnaît être l'auteur de violences conjugales. Des violences conjugales, quand on a un mouvement féministe comme le nôtre, n'a rien à faire chez nous. Donc la décision est très clairement prise, il est en retrait, on en prend acte, on rappelle notre engagement dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et on rappelle l'utilisation de notre comité, l'existence de notre comité de lutte contre les violences. Vous voyez, je ne vais pas tomber dans les mêmes travers dans lesquels est en train de tomber le gouvernement en instrumentalisant cette histoire, notamment pour remettre en cause, ça a été le cas de la ministre du Droit des Femmes, l'existence même de comités de lutte contre les violences. Je ne vais pas non plus tomber dans le même travers de remettre en cause finalement des avancées de ces dernières années et au contraire plutôt de se saisir de cette histoire qui a été difficile à vivre pour nous tous. Oui, parce que finalement le microcosme politique est assez... ironique en disant c'est pas la première fois, il y a eu l'affaire Tahabouaf, il y a eu Éric Coquerel, et donc finalement la France insoumise, ils nous donnent des leçons de pureté morale et on voit ce que ça donne. Vous savez la différence entre notre organisation et les autres, c'est évidemment on est une organisation politique qui est le reflet de la société. On vit aujourd'hui dans une société qui est patriarcale, donc on n'échappe pas à l'existence de ces violences. La différence, c'est qu'on en a conscience. La différence, c'est qu'on les combat. La différence, c'est qu'on se dote d'outils de prévention et de réparation. Et ça, c'est une énorme différence. Et pour finir là-dessus, parce que, à l'inverse, vous avez d'autres partis politiques, comme La République En Marche, qui a protégé, Emmanuel Macron, qui a protégé lui-même des hommes qui étaient accusés de faits extrêmement graves, de viol dans le cas de Damien Abad, pire, de viol avec l'utilisation de drogue, de viol dans le cas de Nicolas Hulot, Gérald Darmanin, de faveur sexuelle en l'échange d'un logement. Et donc ça, c'est des faits extrêmement graves. Justement, je me permets, et après je me tais juste de rebondir là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas une graduation finalement entre un homme, après une séparation, vie commune, 14 ans, c'est forcément douloureux, un dérapage, et des prédateurs sexuels, coupables de multiples viols. Finalement, on a reproché à Jean-Luc Mélenchon d'avoir parlé du courage de Quatennens. C'était sûrement excessif, mais quand même, il a le dos un peu large, Adrien Quatennens. Bien sûr, et nous n'avons cessé de plaider en faveur de cette graduation. Parce que si on remet en cause la graduation de l'analyse des faits et donc la graduation des sanctions à la fois judiciaires et politiques, à la fin, ça dessert la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc évidemment, vous partagez l'analyse de votre collègue Bompard qui s'est exprimé ce matin? Alors, sa phrase a été tronquée. Il dit une chose qui est vraie, c'est qu'on ne peut pas considérer de la même manière un fait de harcèlement, un fait de violence physique, un fait de viol. Tout ça, dans le droit et dans le droit pénal, ça a des sanctions judiciaires différentes. Et donc, il doit y avoir des sanctions politiques différentes. Parce que si vous avez une femme victime de viol qui se retrouve à avoir des sanctions à l'encontre de son violeur, qui sont les mêmes que celles qu'on peut avoir à l'encontre de quelqu'un qui a fait une gifle, évidemment que c'est un problème, y compris pour cette victime. À l'inverse, il y a une chose à dire et qui est chère aux féministes dont je fais partie. C'est qu'il y a un continuum de violence. À partir du moment où nous tolérons, nous acceptons que nous puissions frapper, ne serait-ce que donner une gifle à une femme, alors on acceptera beaucoup plus. Et toutes les victimes racontent que ça commence souvent et parfois par une violence, une gifle. Les propos de Manuel Bompard disant qu'une gifle, ça peut passer entre guillemets, mais c'est pas comme battre sa femme. Non, je me permets de vous corriger, ce n'est absolument pas ce qu'il dit. Il dit, et j'ai sa citation exacte... Il banalise le geste. Non, il relativise le geste. Je vous le redis, il ne banalise... Est-ce que c'est pas maladroit, quand même? Il ne banalise pas, il ne relativise pas. Je ne pense pas. En fait, vous lui faites dire quelque chose qu'il ne dit pas. Moi, je suis une féministe convaincue. Je suis la première à m'être battue dimanche dernier pour que nous ayons une réaction rapide, une réaction ferme, une réaction claire. Mais nous savons évidemment faire la part des choses entre, d'un côté, une gifle et d'autres formes de violence. Vous le dites, les féministes, elles disent que dès la première gifle, il faut... Et elles ont raison. Et j'en venais de dire l'inverse. C'est pas tout à fait la même position que Manuel Bompard, semble-t-il. Je dis exactement qu'il faut réagir dès la première gifle. Et qu'a fait notre mouvement, dont fait partie Manuel Bompard, rien d'autre que de réagir. Et donc, Manuel Bompard est d'accord avec cela, qu'il faut réagir. Mais nous savons aussi que
la raison pour laquelle il faut réagir, c'est aussi parce que l'analyse de ce continuum de violence, de cette société dans laquelle nous vivons, est une société dans laquelle nous aspirons à vivre, en tout cas nous à la France Insoumise et nous en tant que féministes, et que les violences n'aient plus leur place. Et donc une gifle est inacceptable, et donc elle n'a rien à faire dans notre mouvement politique, et c'est pour ça que nous n'avons pas tergiversé. C'est ça qu'elle a entraîné, cette gifle-là a entraîné un retrait. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'une démission aurait été... Retrait du poste de coordinateur. Retrait du poste de coordinateur. Je vous propose d'écouter ce qu'en pensent les Français, notamment les gens du Nord, de cette décision. Ce député-là avait parlé à l'Assemblée nationale des hommes qui osaient frapper leurs femmes. Et malheureusement, il est capable de le faire lui-même. C'est honteux d'avoir les deux personnages. Il s'est mis en retrait d'une certaine action au niveau des députés, mais pour moi, ça devrait aller plus loin. Il devrait au moins suspendre son mandat de député. Les élus, ce sont quand même des gens importants, quand même, d'après moi, et ils doivent faire voir, ils doivent montrer l'exemple. Les sanctions, elles sont pas assez sévères, il faut qu'elles soient exemplaires. Donc il faut vraiment de la prison ferme pour qu'ils aient un carton rouge. J'ai joué au football en étant jeune, moi. Je faisais des fautes, un carton jaune, bon, on s'en fout un peu. Mais quand on prend le carton rouge, après on fait attention. Voilà, certains Français sont plus sévères. Moi, je comprends. Je ne sais plus quelle personne a mentionné la question du devoir d'exemplarité. Je la partage profondément. Et c'est pour ça que nous avons agi très vite. De nouveau, je vous demande de nommer le moindre mouvement politique qui a réagi aussi vite face à des faits comme ceux-là. Je rappelle que sur les bancs de l'Assemblée nationale siège un député, Damien Abad, qui a été accusé de viol avec préméditation et l'utilisation de drogue. Siège sur les bancs de l'Assemblée nationale où ont siégé, protégés par La République En Marche, des hommes comme M. Benoît Simian qui ont été accusés et condamnés pour violence conjugale. Est-ce qu'il doit démissionner ? Donc, maintenant, chaque chose en son temps. La première chose, c'est de l'avoir suspendu de l'ensemble de ses fonctions politiques à ce stade. Maintenant, c'est le temps de l'enquête judiciaire. C'est normal et je comprends votre impatience. Je ne suis pas moi-même maître de l'enquête judiciaire. Il est payé en tant que député, il n'a plus de fonction dans l'hémicycle, il est donc payé à rien faire. Un état de droit, dans le cadre d'un état de droit, c'est important que la justice puisse se prononcer. Nous avons fait une mesure conservatoire, si vous voulez, de protection, y compris de protection de la victime, en disant que nous tenons compte et nous agissons politiquement. Mais nous, notre seul rôle, c'est des sanctions politiques. Maintenant, la prochaine étape, c'est une enquête judiciaire qui prendra son temps. Et s'il y a condamnation, alors il faudra avoir un avis définitif sur son statut. Par ailleurs, je rappelle que les seuls auprès de qui Adrien Quatennens doit rendre des comptes, c'est ces personnes qui sont ces électeurs directs dans sa circonscription. Je précise au passage que nous avons toujours été les seuls à défendre ce qu'on appelle un référendum révocatoire, c'est-à-dire que les citoyens peuvent se saisir et peuvent demander de retourner aux urnes s'ils ne sont pas contents de leurs élus et donc de leurs députés. Et dans ce cas-là, ça pourrait être aussi un outil pour que les électeurs décident. Petite question, vous évoquiez votre féminisme, votre appartenance au féminisme, ce qui est aussi le cas de Sandrine Rousseau. Vous appartenez à ce même groupe qui est la NUP. Vous vous sentez sur la même ligne qu'elle ? Ça dépend sur quoi. Vous savez, déjà, la ligne de la NUP, c'est quoi? C'est un programme commun. Il se trouve qu'on l'a écrit de manière conjointe. On parle de féminisme. Sur les questions féministes, là aussi, on a un programme conjoint dans le cadre du programme de la NUP. Il se trouve que j'ai contribué à le négocier, en discuter. Vous avez évidemment énormément de choses et je renvoie à ceux qui nous écoutent à le regarder. Par exemple, la nécessité d'investir 1 milliard d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour davantage prévenir et accompagner les victimes, faire en sorte que les femmes qui viennent porter plainte, elles puissent être véritablement protégées, par exemple dans des centres d'hébergement d'urgence. Rousseau, là, qui a capté toute la lumière sur le féminisme. Ce qui compte, c'est l'importance des propositions. Moi, si vous voulez, je ne fais pas du féminisme un outil pour me faire voir. Ce qui compte à la fin, c'est les propositions. Je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est ma question. Mais parce que je sens bien que vous voulez nous opposer. Et non, non. Je veux savoir ce qui vous rassemble, justement. Eh bien, ce qui nous rassemble, c'est notre projet et nos propositions. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas une feuille de papier de différence entre Sandrine Rousseau et moi. Ce qui s'est passé sur Julien Bayou. Entre ELV et la France Insoumise. Ce qui s'est passé cette semaine autour de Julien Bayou, on aimerait savoir ce que vous en pensez. Donc, il est secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Il a dû se retirer de
la coprésidence de son groupe à l'Assemblée nationale, parce que Sandrine Rousseau, sur un plateau de télévision, a dit que effectivement l'ex-compagne de Julien Bayou avait subi des violences psychologiques de la part de Julien Bayou, sans qu'on sache si c'est des faits répréhensibles au niveau légal. Vous parlez tout à l'heure de présomption d'innocence. Là, dans ce cas-là, elle est difficile à maintenir cette présomption d'innocence autour de Julien Bayou. Qu'est-ce que ça vous a évoqué, cette séquence? Vous voyez, c'est ces moments-là où la pression médiatique, elle est extrêmement mauvaise conseillère. Parce que dans tous les cas, qui fait cette déclaration sur un plateau de télévision. Bien sûr, mais elle aurait pas dû. Elle a les éléments, je ne les ai pas. Je ne les ai pas. Donc, vous me demandez de commenter. Bien sûr, elle n'est pas juge d'instruction. Mais elle n'a jamais. Elle n'a pas mené l'enquête. Elle ne la sait politique jamais. Va devenir invivable. Eh bien, elle ne s'est jamais prétendue être un juge d'instruction. Il se trouve qu'un comité a été saisi en interne d'Europe Écologie Les Verts. Et moi, je suis fière qu'à la fois Europe Écologie Les Verts et ma formation politique, la France Insoumise, et donc la NUP, soient fer de lance en la matière. Et nous soyons les seuls à avoir des comités internes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, de telle manière à ce qu'ils puissent être saisis par des victimes, qu'il y ait une enquête. Et sur cette base-là, des sanctions politiques uniquement, parce qu'évidemment, ces comités n'ont pas vocation à remplacer. Au-delà du fait que Sandrine Rousseau adore faire le buzz sur tout et n'importe quoi, ça, je vous permettrai pas d'avoir ce jugement à son égard. Le sentiment quand même qu'aujourd'hui, au-delà d'une cause qui est tout à fait normale et qui est un tournant de société qui est MeToo, il y a un risque de dérive et d'excès. Dans toute révolution, il y a des excès, vous le savez bien. Je vois bien ce que des hommes d'une certaine génération peuvent se sentir mal à l'aise face à la mobilisation féministe. Mais tous les hommes ne sont pas forcément des vieux schnocks qui disent des choses. Est-ce que j'ai dit ça? Ça. Je vois bien le malaise que ça peut causer que des femmes, et en particulier des jeunes femmes féministes, posent sur la table, en fait, des violences qu'elles subissent au quotidien. Demandez autour de vous, demandez à vos filles, demandez à vos petites filles. Combien d'entre nous sortons dans la rue et regardons derrière nous quand nous rentrons le soir? Combien d'entre nous et autour de nous ont reçu des coups ou ont connu des femmes qui ont reçu ou qui se sont retrouvées à avoir des relations sexuelles sans le consentement? Eh bien, c'est ce continuum de violence que nous dénonçons. C'est cette société patriarcale qui a pendant des décennies, j'ai envie de dire pendant des centaines d'années, toléré ces violences. Et c'est ça que nous dénonçons. Et oui, je vais vous dire, la révolution féministe, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée tant qu'on n'aura pas... Vous pensez que la société patriarcale, c'est la société du viol? Bien sûr. Que la société patriarcale, c'est une société qui fait que chaque année, il y a des centaines de viols, dont une toute petite minorité est in fine condamnée par la justice. Parce que, monsieur, des femmes ont peur d'aller porter plainte dans des commissariats. Combien d'expériences il y a eu? Il y a eu un mouvement sur les réseaux sociaux qui s'appelle Double Peine. Je vous invite à aller voir des femmes qui ont témoigné, et qui ont témoigné notamment comment elles sont allées porter plainte dans des commissariats. Et le policier qui les a reçues, manifestement pas formé pour traiter ce genre de plainte, leur a demandé « Est-ce que vous avez joui ?» Vous venez d'être meurtri dans l'intimité, dans votre corps. Excusez-moi d'aller dans les détails, mais vous avez reçu et vous avez fait l'objet d'une relation sexuelle que vous ne vouliez pas. Et vous avez un homme en face de vous qui vous humilie. Ça évolue. Ils ont des consignes très précises dans les commissariats. Ces témoignages, ils sont récents et ils démontrent la nécessité d'avancer sur ces sujets. Puisque vous voulez avancer, je clôt d'un mot pour dire évidemment qu'aucune de nos formations politiques n'est irréprochable en la matière. Mais moi, je souhaite, et je vous le dis, que nous continuions à travailler pour améliorer nos propres dispositifs, que nous le fassions en commun avec les autres organisations de la NUP, puisque nous avons en commun à la fois une conscience et un programme sur les questions féministes, et nous avons face à nous des problématiques similaires. Et je veux dire à toutes les femmes qui nous regardent peut-être, quel que soit leur âge, eh bien, n'ayez pas peur de venir militer en politique, vous pouvez avoir... Et pour vous, il n'y a jamais de violence féminine? De violence féminine? Ça n'existe pas. Non mais attendez, là, de quoi vous parlez? Est-ce que vous connaissez des hommes autour de vous qui ont été violés? Est-ce que vous connaissez des hommes qui ont été violés? Avez-vous été violé? Avez-vous été violé? Non, moi, vous voyez, c'est rare que je sorte de mes gonds. Mais quand on met sur le même plan des viols dont, je suis désolée, les seuls auteurs sont des hommes. Là, vous voyez une complète déconnexion que vous avez avec la société. Alors, je vous invite, monsieur, à venir faire un petit tour dans les centres d'écoute qui accueillent les victimes des violences sexistes et sexuelles. Et vous verrez la détresse de toutes ces femmes. Et vous verrez que le chemin qu'il y a encore à parcourir. Un petit stage, monsieur Coudurier. Allez, voilà, d'accord. On enchaîne avec C'est bien d'avoir des femmes qui ont conscience de ces sujets. Je vous remercie. Les centres
transition, sans transition, on passe à notre partie extra. On va aborder des thématiques qui vont au-delà du local, extra-local, grâce au condensé de la semaine rédigé par Roselyne Pagène. Ça s'appelle Territoire Hebdo. Regardez et on reparle de tout ça. C'est un rêve fissuré, tout comme les murs de cette maison. Ce ne sont pas les affreux du temps mais de la météo. Une sécheresse exceptionnelle et voilà que le sol argileux se rétracte, causant une sérieuse balafre qui défigure cette habitation. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que le maire alerte le préfet à ce sujet et fasse une demande d'arrêté de catastrophe naturelle que seul le préfet peut prendre, afin que nous soyons indemnisés par notre assurance. Sécheresse, mais aussi incendie ou encore grêle. Le climat change, mais pas le régime des catastrophes naturelles. En attendant de pouvoir être indemnisés, les assurés vont devoir payer. Plus les coûts vont être importants, plus les assureurs vont réclamer des cotisations qui vont être importantes. Ici, la chaleur, on la provoque, histoire de prendre un peu d'avance. À quoi ressemblera le millésime 2050 ? Dans cette parcelle du Médoc, une expérience a permis d'y répondre, avec ces câbles, pour simuler le réchauffement climatique. On s'est aperçu aussi que les cépages, quand ils viennent du sud, ils démarrent plus tard, il leur faut plus de chaleur pour commencer à pousser. Mais ça veut dire aussi que leur période pour mûrir après va être plus courte. Donc l'idée, c'était de les faire démarrer comme si on était en 2050. Par contre, on s'est aperçu très vite que les conditions climatologiques, dès le mois de mai, ont été plus chaudes que la normale, ce qui fait qu'on a arrêté le chauffage à ce moment-là. L'ivresse climatique au rendez-vous, donc. Mais pour quel résultat ? Au cours de la fermentation, les arômes, une partie des arômes vont être révélés. Et là, c'est là qu'on va commencer à voir si un climat très chaud a un impact négatif ou positif sur la signature des vins. Ce qu'on remarque, c'est quand même sur les cépages traditionnels du Bordelais, ça a plutôt bien résisté. On a des acidités qui sont restées, qui sont faibles, parce que c'est un millésime chaud, donc assez typique des millésimes chauds, mais qui sont quand même, qui sont pas ridicules, qui nous permettent d'obtenir quand même des vins assez équilibrés. Pour ce médecin de Noyal-Pontivy, la retraite attendra. À 71 ans, il réenfile sa blouse blanche, 2 ans après l'avoir quittée. Désertification médicale oblige. La plupart de mes patients n'avaient pas de médecin traitant. Et donc, on m'a proposé il y a 3 mois de reprendre une petite activité ici. Je n'ai pas pu dire non. On n'est plus dans les professionnels qu'on a connus qui étaient corps et âme. Et bon, après, c'est un bien, un mal, je ne vais pas juger. Mais c'est vrai que ça nous met en difficulté. Donc voilà, on doit peut-être s'adapter. Selon l'ARS, le centre Bretagne est particulièrement touché par la désertification médicale. On doit peut-être s'adapter, dit ce médecin qui remet la blouse alors qu'il est à la retraite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça témoigne d'une désertification dont je parlais au tout début de l'émission quand je parlais de notre système de protection sociale, de soignantes et de soignants qui ont été usés jusqu'à la moelle, si vous me permettez cette expression, qui sont sous-payés, sous-considérés et qui dénotent... Pour le coup, je ne rends pas responsable uniquement ce gouvernement d'un manque d'investissement dans notre système de protection sociale et particulièrement dans nos hôpitaux publics depuis des années, que nous payons alors que nous avons cruellement payé pendant la crise du Covid et que nous payons encore aujourd'hui quand on voit les difficultés qu'on a à recruter, puisque ce sont des métiers qui sont extrêmement difficiles et sous-payés, quand on voit qu'il faut parfois, dans certains hôpitaux, choisir entre l'urgence de certaines opérations. Notre système de protection sociale perdrait beaucoup à ce tiers-mondisé et je crois qu'il faut lancer l'alarme pour le sauver et c'était le sens de la mobilisation des soignants cette semaine. Mais là, on parle aussi de retraite et de réforme des retraites. Emmanuel Macron s'est exprimé, il pense que c'est une nécessité. Ça finance aussi d'ailleurs la transition écologique, il a redit le président. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vois que le président de la République cherche de l'argent. Et donc, s'il a de l'argent, j'en ai à lui proposer. Et c'est le sens du référendum d'initiative partagée que nous avons déposé avec les autres organisations de la NUP pour taxer les super-profits. À minima, nous pourrions récolter 20 milliards d'euros par an. Et avec 20 milliards d'euros par an, je crois que nous pourrions financer beaucoup de choses, notamment de notre système de protection sociale. Et je dis notamment notre système de protection sociale et pas nécessairement les retraites, parce que, en réalité, le gouvernement et Emmanuel Macron a une idéologie
qui est de nous faire travailler plus longtemps, mais c'est pas vrai que c'est une nécessité financière. Le Conseil d'orientation des retraites est très clair en la matière. Il y a pas d'unanimité sur les conclusions du corps. C'est difficile. En 2035, il y aura bien un déficit, il y aura bien un retour à l'équilibre, mais il va y avoir un déficit d'ici là, disent les experts. Alors, nous sommes en excédent cette année, de plus de 3%. On a un déficit très léger de 0,4% ensuite, et qui est largement finançable, notamment si vous enlevez aujourd'hui les soustractions, les exonérations, je cherchais le bon terme, sur un certain nombre de produits financiers qui ne participent pas aux cotisations sociales. Et donc, oui, notre système de protection sociale, et particulièrement notre système de retraite, est finançable. Et d'ailleurs, on voit bien que l'argument qu'utilise Emmanuel Macron a changé par rapport à cette première tentative de réforme des retraites. Maintenant, il prend un sujet majoritaire dans l'opinion publique, il faut agir contre l'urgence climatique, nous sommes d'accord et il faut agir. Et il dit, dans ce cas-là, il faut faire des économies ailleurs et on va faire des économies sur le système de retraite. C'est pas vrai que ça se déroule de cette manière-là. À la fois, notre système de retraite peut être à l'équilibre et nous pouvons trouver de l'argent pour financer l'urgence du système de retraite. Si, nous proposons une réforme, notamment pour reprendre ce fil dont je parlais de l'émancipation collective de la gauche, du partage du temps de travail dans la journée, dans la semaine, mais aussi dans la vie, avec la retraite à 60 ans. Vous savez, à l'heure actuelle, il y a 60% des gens qui arrivent à l'âge de 62 ans et qui ne sont déjà plus en situation de travail. Soit parce qu'ils sont au chômage, soit parce qu'ils sont déjà inactifs depuis un moment. Et en réalité, vous voyez, repousser l'âge de départ à la retraite, c'est juste transvaser. Avant d'enchaîner sur l'âge légal de départ à la retraite, on va écouter des Français de nos régions qui répondent là-dessus. Est-ce que 62 ans, c'est bien? Il faut plus, il faut moins? On les écoute. 62 ans. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une retraite intermédiaire. À 60 ans, on n'a rien. Et à 67 ans, ça fait trop tard, je trouve. On n'en profite plus après. Je dirais que 63, 64 ans, c'est très bien, quoi. Il ne faudrait pas aller au-delà. De pouvoir profiter un peu de la vie derrière également, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Enfin, moi, je ne sais pas. Je verrai à ce moment-là. Pour l'instant, ce n'est pas tout de suite. Voir selon l'état de santé dans lequel on sera, peut-être aussi l'état des finances. Enfin, on verra, je pense, à ce moment-là. Je pense que le bon âge doit se faire quasiment au cas par cas. Voilà, en fonction de la pénibilité, notamment des métiers. Pour moi, il est hors de question d'envoyer un couvreur à 64 ans sur un toit ou un terrassier dans une tranchée à 60 ans. Je suis parti à l'âge de la retraite à 62 ans et demi. À 65 ans, j'aurais pu partir. Mais disons que intellectuellement, peut-être j'étais un peu fatigué, quoi, je veux dire. La réforme, elle doit être faite depuis bien longtemps. Alors, est-ce que c'est la bonne réforme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, regrouper toutes les retraites le mieux possible. 64 ans? Ouais, 60 ans. Parce qu'après, on n'a pas le temps de profiter de notre vie. Et travailler jusqu'à 64 ans, je ne vois pas un maçon ou un peintre monter un échafaudage à 64 ans, quoi. Voilà. Réaction? Je trouve que c'est assez représentatif d'un sondage d'opinion qui est sorti cette semaine. Exactement, et d'ailleurs on va le voir. Sondage de Doxa, 72%, il y a 70%. Vous voyez, je l'ai même rabaissé. 72% des Français qui sont opposés à l'augmentation de l'âge. Et dans ce même sondage, il y a d'ailleurs, je crois... Et 55% sont contre la réforme des retraites. Et je crois qu'il y a, je ne sais plus combien, quasiment 20% qui sont en faveur qui sont prêts à se mobiliser. Donc j'appelle ces 20% de personnes, ça fera pas mal de gens, venir nous rejoindre le 29 septembre, la mobilisation syndicale, et le 16 octobre, la mobilisation contre la vie chère que nous organisons, notamment avec des organisations du milieu environnemental et du Justement, il n'y a pas d'entente avec les syndicats, la LFI. Vous aimeriez pouvoir vous greffer, ou en tout cas que vos combats soient communs entre syndicats et partis politiques. Vous n'y arrivez pas. Les syndicats disent que c'est à eux que doit revenir la mobilisation sociale. Il y a un hiatus, il y a de la friture sur la ligne avec les syndicats. On travaille ensemble et c'est extrêmement complémentaire. D'ailleurs, nous avons appelé, et je viens d'en faire la démonstration à l'instant, à la mobilisation du 29 septembre, qui est un jour de semaine et donc un jour de grève, qui est un outil historique pour conquérir de nouveaux droits sociaux, c'est vrai. Que vous tirez la couverture sur vous. Non, c'est pas l'objectif. Je vais vous dire pourquoi on a voulu une mobilisation un dimanche. C'est qu'un dimanche, les ressorts de la mobilisation sont différents. Déjà, pour tous ceux, et c'est l'écrasante majorité des Français qui ne travaillent pas le dimanche, ça ne vous coûte pas une journée de salaire. Et donc, quand vous êtes à 1200, 1500 euros de salaire, faites le calcul vous-même, une journée de salaire, ça coûte très cher, alors que justement, vous vous mobilisez
pour demander des mesures de lutte contre la vie chère, de blocage des prix et d'augmentation des salaires. Et donc, nous pensons que ces deux ressorts sont complémentaires. Le 29 septembre, on se mobilise dans nos entreprises et le 16 octobre, on se mobilise dans la société de manière plus générale, y compris les étudiants, les retraités, toutes celles et tous ceux au-delà du milieu strictement professionnel. On peut ajouter une petite chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le plan macroéconomique, l'économie française va très mal. On a des problèmes notamment pour l'industrie nucléaire et nos voisins européens ont choisi une voie un peu différente sur les retraites. Est-ce que malgré tout, ce réalisme économique ne doit pas vous inspirer vous proposez de taxer les superprofits, mais le ministre de l'économie est contre parce qu'il ne veut pas envoyer un signal négatif aux investisseurs. Tout à fait. Il est certain que cette mesure est impopulaire et vous avez maintenant le renfort de François Bayrou. Mais est-ce que malgré tout, les équilibres économiques de la société française ne sont pas très difficiles à tenir en ce moment? En tant que députée européenne, pour le coup, je suis assez bien placée pour comparer au niveau européen. Et au niveau européen, si vous prenez par exemple, s'agissant de l'efficacité des travailleurs, nous sommes parmi les pays les plus productifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 1 heure de travail, nous produisons plus. Et donc, si nous produisons plus, nous pouvons travailler moins pour le même volume de travail. Parce que vous savez que c'est quand même un signal qui est envoyé à Bruxelles, cette réforme des retraites. Et c'est tout le problème. Vous avez raison de le dire. Par rapport à la trajectoire des finances. J'ai un point d'accord avec vous. Enfin. Et c'est pour ça que, vous voyez, et c'est pour ça que nous contestons la manière dont fonctionnent les recommandations qui sont envoyées par la Commission européenne dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen, qui est la procédure de contrôle budgétaire. Vous avez raison, dans le programme de stabilité, la France, qu'elle a envoyé cet été, elle a dit à Bruxelles qu'elle allait faire la réforme des retraites pour faire des économies. C'est précisément ce que nous contestons et la raison pour laquelle nous nous opposons. Et enfin, pour finir d'un mot sur la taxation des superprofits, et puisqu'on parle de comparaison européenne, Bruno Le Maire est en train de s'isoler. Bientôt, il sera le seul, avec Emmanuel Macron, gaulois réfractaire, si on veut reprendre une expression chère à Emmanuel Macron, puisque l'Italie, l'Espagne, la Hongrie, l'Allemagne, les Pays-Bas, tous ces États sont en train de le faire, et même la Commission européenne, qui n'est pas connue pour son bolchevisme, l'a proposé la semaine dernière. Je crois que c'est une victoire culturelle à mettre aussi à notre crédit et la bataille qu'on a menée ces 2 dernières années en la matière. Vous avez raison, puisque les superprofits, au départ, c'est issu de la philosophie marxiste. Oui. Bruno Le Maire, justement, vous en parliez à l'instant, proposait qu'il y ait une taxation, en tout cas, un prélèvement qui soit fait au niveau européen. Vous citez ces pays européens. C'est pas le moment de s'harmoniser sur le sujet? Là, je pose la question à la députée européenne. Et je suis en faveur. Donc ma réponse à cette question est clairement oui. Mais l'échelon européen ne doit pas nous empêcher d'agir. Dit autrement, si on n'est pas capable d'avoir un niveau ambitieux de taxation au niveau européen, alors il faut pouvoir avancer au niveau national. Et c'est comme ça même que vous entraînez les autres États. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette taxation sur les superprofits? Quand l'Espagne, par exemple, a été une des premières à dire le prix de l'énergie est en train d'exploser chez nous et les bénéfices des entreprises énergéticiennes est aussi en train d'exploser, eh bien, nous allons agir et nous allons obtenir une exception négociée auprès de Bruxelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Macron essaye de faire en ce moment. Non, c'est pas du tout ce qu'il a essayé de faire. À aucun il plaide moment, pour un plafond des prix. À aucun moment, il a défendu une taxation des superprofits. Il les a même bloqués de ses quais de fer. Son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dit qu'il ne sait pas ce que sont des superprofits. Manifestement, il faut que les autres États européens ou la présidente de la Commission européenne passent un coup de fil à Bruno Le Maire, parce que vous voyez, c'est bien la démonstration qu'en agissant en éclaireur, vous pouvez entraîner dans votre sillage d'autres États européens, ça a été la première étape, et ensuite l'échelon européen, la 3e étape. Dit autrement, agir au niveau européen ne doit jamais vous empêcher d'agir au niveau français, et parfois c'est même l'inverse, et je trouve que ça donne crédit à l'approche qui est la nôtre des questions européennes, pour emmener dans une direction progressiste une Union européenne qui souvent est repliée dans des réflexes libéraux. Justement, ce que demandent les 240 parlementaires qui ont présenté cette proposition de loi mercredi, c'est la tenue d'un référendum en France. Pour vous, ce serait une victoire politique sur Emmanuel Macron, une victoire idéologique sur Emmanuel Macron, un positionnement clair? Là aussi, il y a eu des sondages qui ont été faits sur ce sujet. Une écrasante majorité des Français sont en faveur d'une taxation des superprofits parce qu'ils ont bien compris que quand des entreprises du CAC 40 ont augmenté leurs bénéfices de plus de 34%. Leurs salaires n'ont pas suivi, il n'a pas été augmenté de 34%. Ils ont bien compris que quand Total fait son bénéfice historique,
non seulement de son histoire, mais de toute l'histoire du CAC 40, c'est 16 milliards d'euros. Qu'ils n'en voient pas la couleur, tout ce qu'ils voient, c'est leur plein d'essence qui a avoisiné à certains moments et a même dépassé les 100 euros. Et donc, oui, les Français sont majoritairement en faveur de cette mesure. Et oui, si Emmanuel Macron était un tant soit peu démocrate, il devrait même soutenir ce référendum, défendre ses arguments. C'est le principe de la démocratie et les Français tranchent. Et donc, c'est pour ça que nous lançons cette mobilisation. Alors, le référendum d'initiative partagée, notre objectif, vous le savez, c'est compliqué en France, c'est 4,5 millions de signatures. C'est aussi pour ça que nous défendons un projet de loi pour rabaisser ce seuil à 1 million de personnes. Cette proposition de 1 million, il ne vient pas de nulle part, c'était Emmanuel Macron lui-même qui en avait parlé. Donc vous voyez, on le prenait au mot, on le prend au mot et parfois on est même d'accord avec ses propositions, on fait le nécessaire pour les mettre en œuvre quand lui semble y renoncer. Et j'espère que, in fine, on arrivera à y gagner parce que contrairement à ce qu'a aussi dit Gabriel Attal, une taxation pour les super-profits, ça change la vie des gens. C'est l'équivalent, par exemple, du financement d'une allocation d'autonomie pour tous les jeunes. Donc pensons à 15 à 20 milliards d'euros, c'est ça? À minima, 15 à 20 milliards d'euros, ce qui fait quand même des sommes extrêmement conséquentes. Pour vous donner une idée, c'est un quart du budget de l'éducation nationale. C'est une allocation d'autonomie de 1 063 € pour tous les jeunes qui sont en situation d'études ou à moins de 25 ans. Donc oui, ça change la vie des gens et notamment la vie de gens qui galèrent en ce moment. Allez, avant de passer à notre partie intra dans nos régions, je vous propose 3 unes de notre presse quotidienne régionale. Une du Télégramme, d'abord, sur le mondial de foot au Qatar qui fait polémique, avec beaucoup trop de morts sur les chantiers. Le Progrès, Diane et le Covid sans fin, donc c'est une sur le Covid long. Et puis le Dauphiné libéré, 2 journaux de votre région, cher Fabrice. Majestueux et populaire, ça c'est en référence au dernier hommage à la reine d'Angleterre qui s'est éteinte. Voilà, je vous en propose d'en choisir une à commenter. La première, peut-être, sur la Coupe du Monde au Qatar. Ouais. Moi, il se trouve que ça fait un long moment que je travaille sur le sujet parce qu'on avait déjà tenté de lancer l'alerte il y a plus d'1 an et je me réjouis que le sujet émerge enfin, y compris médiatiquement, parce que, pour avoir travaillé en détail, vous avez plus de 6 500 migrants, travailleurs qui sont morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. C'est une hérésie totale, cette Coupe du Monde, faite dans un pays qui n'est même pas une grande nation du football pour les amateurs de foot, surtout en plein milieu du désert. On a construit des stades sortis de nulle part, climatisés. Donc c'est un scandale social, c'est un scandale écologique, c'est un scandale du point de vue des droits humains. Amnesty International... Il faut boycotter. Alors, François Hollande dit que s'il était président, il n'irait pas. Oui, je pense. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui disent que le boycott ne sert à rien. En tant que président. Vous savez, il ne refuserait pas aux joueurs rare d'y que aller. je donne des bons points à François Hollande, mais je crois que ça a déjà été fait précédemment dans des JO, en signal diplomatique aussi. Vous envoyez des responsables politiques moins élevés en signe de contestation, et je crois qu'il faut une grande mobilisation. Non seulement pour cette Coupe du Monde, aussi pour que les travailleurs, l'enjeu c'est qu'ils obtiennent des compensations. Tous ceux qui ont travaillé dans des situations extrêmement difficiles, sans toucher de salaire minimum, leur passeport a été confisqué. Enfin, des gens sont morts à cause des conditions de travail. Il faut bien prendre conscience de la manière dont ça s'est passé. Mais je pense aussi à tous les événements sportifs qui vont être organisés à l'avenir, que ce soit des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques, qui doivent respecter un minimum de standards en matière de droits humains. Et c'est l'occasion de les mettre en place et de s'assurer qu'ils soient respectés les prochaines fois. Allez, tout de suite, intra. Donc voilà, dans cette thématique, on plonge davantage dans nos régions. On parlait du Dauphiné libéré. On va plonger dans le Dauphiné, dans le Vercors, plus précisément, avec ce petit reportage de nos partenaires Néo concernant 2 jeunes qui se lancent dans le tourisme durable. Regardez. Salut, moi c'est Karen et derrière nous se trouve le projet de vie que nous portons avec mon associé Olivier. C'est ici qu'ouvrira l'été prochain notre auberge rurale, l'hostel Quartier Libre, qui proposera une diversité d'hébergements, un bar-restaurant local ainsi qu'un panel d'activités. Ce projet, il va nous permettre de perpétuer une activité touristique sur le territoire, sur cette partie du Vercors, et puis il va nous permettre aussi de rejoindre un maillage d'acteurs locaux avec qui on va pouvoir créer du lien et imaginer de nouveaux projets.
Avec Olivier, ça fait des années qu'on travaille sur ce projet. Puis quand on a visité l'hôtel du Col de la Machine, en fait, on a eu 3 coups de cœur. Le premier, c'était le territoire, le Vercors. Le deuxième, c'était le lieu. Cet hôtel, c'est vraiment un lieu emblématique. Et le troisième, c'était les propriétaires cédants. Après 6 générations, la famille Faravelon passe la main après avoir construit toute l'histoire du lieu. Ce projet, on le monte pas seul. Le Village Vivant fait l'acquisition du foncier et nous du fonds de commerce. Mais bien au-delà de l'immobilier, ce que nous apporte Village Vivant, c'est tout un accompagnement dans la vie du projet et sur notre insertion sur le territoire. Village Vivant, c'est une coopérative et une foncière qui agissent au service de la redynamisation des territoires ruraux. Quartier Libre nous a présenté un projet de reprise d'un patrimoine rural. C'est l'opportunité pour ce territoire d'avoir une activité nouvelle, à la fois la dimension d'ancrage sur le territoire et la dimension de projet en coopérative nous a motivés à accompagner le projet. Les projets que l'on accompagne en général sont de nature variée. Ça va de la ressourcerie à la brasserie locale, en passant par le restaurant, épicerie en coopérative. Pour nous, ce qui est nouveau avec Quartier Libre, c'est cette dimension auberge de jeunesse. Alors déjà une petite réaction, Manon Aubry, sur cette belle initiative de ces jeunes. Déjà bravo à eux, c'est chouette. Je sais que c'est pas toujours facile, notamment financièrement, quand vous devez monter ces projets, que vous allez toquer à la porte de banques pour réussir à avoir aussi du foncier, etc. Bravo à eux, et je crois que ça dit quelque chose aussi du type de tourisme de l'avenir. Et si vous me permettez une comparaison opposée sur l'autre modèle, moi, je préfère ce type de tourisme-là plutôt que quelques milliardaires qui prennent leur yacht pour aller juste à 200 km d'ici ou leur jet privé, le tout au mépris total de l'impact climatique. Donc bravo et merci à eux. On reste dans le Grand Est, dans votre région, Fabrice. On va un peu plus au nord, vers l'Alsace. Et oui, on va vers l'Alsace. Avec un sujet que vous portez. Oui, absolument. Je pense qu'on va voir d'ailleurs cette page que nous avons réalisée sur Fessenheim et la fermeture, l'arrêt des réacteurs, il y a 2 ans maintenant, de cette centrale la plus vieille de France. Et depuis 2 ans, tout est très compliqué. Le débat d'ailleurs, la polémique est toujours là, très vivace. Fallait-il fermer ? On va manquer d'électricité, en tout cas c'est ce que tout le monde nous dit aujourd'hui. Fallait-il réellement la fermer ? Faut-il continuer à fermer nos centrales ? D'autant que sur place, c'est bien le plan qui avait été mis en œuvre pour compenser notamment les 2000 emplois créés perdus du fait de cette fermeture. Le plan tombe à l'eau. Le syndicat d'économie mixte qui avait été monté pour assurer derrière cette continuité économique tombe à l'eau. 500 000 euros sont partis en fumée et le syndicat d'économie mixte va purement et simplement être dissous dans quelques jours. On ne sait pas faire en fait la reconversion. Mais vous voyez, c'est parce qu'on n'a pas anticipé et pas planifié. Parce qu'on n'a pas anticipé à la fois comment diversifier notre mix énergétique. Il a beaucoup été question des énergies renouvelables cette semaine avec le déplacement d'Emmanuel Macron. Moi, en tant que Française, quand je vais au Parlement européen, en fait, j'ai honte parce que mon pays est dans les derniers au niveau européen en matière de développement des énergies renouvelables. On est à autour de 20%. Le Portugal, par exemple, pour ne prendre que, ils sont à 60%. Le gouvernement subit cette situation. C'est pour ça qu'ils veulent aller plus vite, lever les Alors, ça freins. Vous a pas échappé qu'Emmanuel Macron a été président de la République pendant 5 ans, les 5 dernières années, et qu'il n'a pas fait les investissements massifs qui étaient nécessaires. Pire, les recours vous voyez, qui ont ralenti il a la construction désobéi, aussi. Pas toujours, et c'est faux de prendre cela comme excuse, parce que vous voyez ce qui s'est passé. Emmanuel Macron, c'est quand ça l'arrange, il désobéit aux règles européennes. Donc il désobéit aux objectifs en matière de développement des énergies renouvelables. En revanche, pour revenir faire le parallèle avec la réforme des retraites, quand Bruxelles lui demande, alors là, il est premier à les réaliser. Et donc ce 2 poids, 2 mesures est insupportable. Nous appliquerions d'un côté, c'est peut-être le en même temps, vous avez raison, mais nous appliquerions d'un côté l'austérité budgétaire de Bruxelles et de l'autre le minimum de ce que l'on nous demande en matière d'ambition climatique. Nous ne le respectons pas. Et je rappelle, puisque nous avons voté au Parlement européen la semaine dernière de nouveaux objectifs en matière d'énergie renouvelable, lesquels objectifs ne sont même pas à la hauteur des accords de Paris. Il faut un grand débat parlementaire pour éviter le naufrage qu'on a vu là de Fessenheim.
Oui, il faut remettre à plat toute la politique énergétique de la France. Oui, Au-delà de ça, il y a quand même dans les jours qui viennent un nouveau président qui va être désigné pour EDF. On parle de Luc Rémont qui vient de Schneider Electric et qui est un proche d'Alexis Kohler, qui d'ailleurs suscite l'hostilité de la CGT. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut quand même faire le bilan. Il faut quand même faire le bilan de toutes les erreurs qui ont été faites et de savoir qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir sur le nucléaire. Alors, par respect pour votre confrère, je vais d'abord lui répondre pour lui dire que, pour moi, l'enjeu, c'est de planifier et d'anticiper. Il est évident qu'on ne modifie pas notre mix énergétique, donc la répartition des énergies les unes par rapport aux autres, du jour au lendemain. C'est jamais ce que nous avons dit, et c'est pour ça que nous avions mis en circulation cette idée de planification écologique qui a été reprise de manière opportune par Emmanuel Macron dans l'entre-deux tours de la présidentielle, sans forcément le mettre en œuvre. Donc ça veut dire que anticiper la fermeture, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait des emplois? Et en parallèle, investir dans les énergies renouvelables qui, j'insiste, sont bien plus pourvoyeuses d'emplois, pour répondre à votre problématique, notamment sociale, qui est importante, sont bien plus pourvoyeuses d'emplois. Et on a fait la démonstration de l'utilité. La France est un des pays qui a le plus de ressources en la matière. S'agissant du président d'EDF, je n'oublie pas votre question, je partage les inquiétudes de la CGT sans être une spécialiste du sujet, mais moi, ce à quoi j'aspire, je vais vous dire, comme entreprise qui est première productrice d'électricité en France, c'est une entreprise qui fixe un cap avec le développement des énergies renouvelables et des tarifs réglementés dans lesquels l'État peut intervenir, plutôt que essayer en réalité de privatiser une partie du pan de production de l'énergie, comme c'est le cas avec le projet Hercule, lequel projet est aussi une demande de la Commission européenne, comme quoi on y revient. Et j'ajouterais que l'État est allé faire les poches d'EDF, a prélevé plus de 20 milliards d'euros à EDF, et ce n'est pas effectivement un signe de bonne gestion. On va continuer avec l'électricité, l'énergie et les éoliennes. Ça ne vous a pas échappé non plus qu'Emmanuel Macron a donc inauguré le premier parc d'éoliennes offshore à Saint-Nazaire. Après 14 ans de travaux, de construction quand même, c'était un petit peu long. Il voudrait que ce soit 2 fois plus rapide maintenant. Et à ce sujet, on va s'intéresser aux éoliennes de Saint-Brieuc. Je vous propose de regarder ce reportage, on en reparle. C'est un projet extrêmement vertueux. Et quand on a vu, oui, on veut bien de l'éolien en mer, mais pas comme à Saint-Brieuc, c'est un peu dur. Opération communication de la société Elmarine, les travaux du parc éolien en baie de Saint-Brieuc avancent. 24 fondations sont aujourd'hui installées, ainsi que la sous-station électrique. Et les suivis environnementaux continuent. Des bouées mesurent le bruit et la turbidité en mer. Il y a des bouées qui sont installées aux extrémités du parc, donc qui sont des sentinelles permanentes du chantier. Mais au-delà de ça, il était important d'avoir la réponse au cœur du chantier. Et donc il y a des bouées qui sont installées autour du point de forage et tous les signaux en fait sont rassurants finalement. Pour le moment, on n'a eu aucun signal d'alerte sur les peuplements halieutiques dans la baie de Saint-Brieuc. Une version contestée par les pêcheurs des Côtes d'Armor. Des faits qui nous sont remontés par les professionnels, c'est-à-dire que sur certaines espèces, notamment les poissons, les céphalopodes, il y a quand même une nette chute des captures, des suivis qui sont partiels, on va dire. Pourquoi un certain nombre de suivis scientifiques n'ont pas été expertisés par le conseil scientifique du parc éolien, qui est là et qui malheureusement ne marche pas, fonctionne pas. Voilà beaucoup de sujets malheureusement qui continuent d'inquiéter la profession, qui est maintenant plus lassée. Ils dénoncent aussi des pollutions depuis le début des travaux, notamment des déversements intentionnels de quantité de préparation servant au scellement chimique des pieux. En ce mois de septembre, une enquête a été ouverte par le parquet de Brest. Le chantier va se dérouler jusqu'à la fin de l'année 2023. Le parc produira la consommation annuelle de 850 000 habitants, chauffage inclus, à partir de 2024. Voilà Hubert, c'est votre sujet, la Bretagne. C'est bien expliqué notre sujet. Mon confrère avait raison. En fait, ce chantier va démarrer au printemps prochain. Il aura fallu 10 ans depuis le début. Alors, il y a eu des multiples problèmes, ils sont expliqués. Les relations avec les pêcheurs, la fracturation de la roche qui était particulièrement tenace, semble-t-il. Mais au final, effectivement, on a mis beaucoup de temps. Beaucoup trop de temps. Je suis d'accord avec vous, beaucoup trop de temps. Il y a eu aussi, je crois, plusieurs enjeux de financement. C'était le cas notamment à Saint-Nazaire également. Il faut pouvoir l'accélérer. Il faut pouvoir développer plusieurs projets à la fois pour aussi prendre le temps, et c'est important, de la concertation. On a fait la démonstration à Saint-Nazaire qu'on pouvait trouver un terrain d'entente avec les pêcheurs. Je crois que ça va être le cas aussi à Saint-Brieuc. Mais j'insiste pour dire que les renouvelables ne se résument pas à de l'éolien
offshore, comme on dit, donc l'éolien en mer. Il y a l'éolien terrestre aussi, mais il y a plein d'autres énergies. Il y a les barrages hydroélectriques qui sont une incroyable source d'énergie. S'ils n'étaient pas privatisés, quand il y a de l'eau, et s'ils n'étaient pas privatisés, vous allez me dire que je suis obsédée par la Commission européenne, puisque la Commission européenne est en train de privatiser, et c'est une directive en la matière, est en train de demander la privatisation des barrages hydroélectriques au niveau français également, et dans toute l'Union européenne. Donc, y a des outils, on en a, évidemment, les panneaux solaires, et il se trouve que moi, je viens de la région un peu opposée de la France, le sud-est. Je crois qu'on ne manque pas de soleil. Donc, vous voyez, les énergies sont extrêmement diversifiées. Et je crois que c'est pour ça aussi... Le nucléaire, c'est une énergie de transition. Nous avons toujours été dit qu'à terme, il faudra pouvoir sortir du nucléaire. Pourquoi il faudra sortir du nucléaire? Parce que se pose la question de la gestion des déchets radioactifs, se pose la question de la sécurité. Certaines centrales nucléaires sont proches, par exemple. Il y a consensus dans la NUP sur cette position, parce que vous alliez communistes, vous n'êtes pas d'accord avec ces arguments, ça vous oppose dans l'hémicycle. Il ne s'agit pas de les forcer en la matière. Vous savez, les discussions programmatiques autour de dans la NUP, elles ont été extrêmement saine, parce que justement on a... petit dénominateur commun. Non, au contraire, ça a été le plus grand dénominateur commun. Pour l'instant, on réouvre les centrales à charbon. Ça a été, je finis juste là-dessus, ça a été le plus grand dénominateur commun, parce que, en l'occurrence, dans notre programme de la NUP, il y a 670 mesures. Est-ce que vous savez combien font divergence, dont le nucléaire, vous avez raison, sur ces 670? Est-ce que vous savez combien? Non, j'ai oublié. Les plus importants. 32. Mais les plus 32. importantes. Absolument pas, monsieur. Absolument pas. Quand je vous dis que nous sommes d'accord pour réinvestir dans les services publics, pour faire un meilleur partage des richesses et une taxation sur les super-profits, pour investir 1 milliard d'euros contre les violences faites aux femmes. Vous voyez, c'est un projet de société qu'on est en train de construire et on est fiers de le construire ensemble. Et moi, je le dis, à chaque plateau télé que je fais, on vient nous dire la NUP est morte, la NUP est fébrile. Non, en fait, la NUP... Elle vit et la NUP, elle montre qu'elle est la seule alternative à ce duo mortifère entre l'extrême droite et la République. On n'a plus beaucoup de temps et c'est à Quentin de prendre la parole pour finir. Vous avez 2 minutes. Oui, Quentin. On parle taxe foncière? Allez, non, on parle refus d'obtempérer. On parle refus d'obtempérer? Dommage, la taxe foncière, c'est un sujet qui touche tout le monde. Mais on avait un reportage qu'elle est avec, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Commençons par le refus d'obtempérer, non? Comme vous voulez. Allez, taxe foncière. Allez, taxe foncière. Comme vous voulez. Effectivement, on voit les avis qui tombent pour les propriétaires, effectivement. Les montants qui augmentent fortement. Tours, Nantes, Montreuil, Strasbourg, Marseille. Le record, c'est pour Marseille avec plus 13% en 2022. Qu'est-ce que vous dites? Il faut plafonner cette hausse. Le gouvernement doit agir dès le projet de loi de finances. Non seulement il faut la plafonner, mais il faut aller bien plus loin. Pendant les présidentielles, et encore un point d'accord de la NUP, nous avions une proposition en commun qui était de dire pour les législatives qu'il faut une réforme en profondeur de la taxe foncière. La taxe foncière, c'est une taxe qui est profondément inégale. Elle est basée sur les valeurs locatives qui datent des années 70. Elle ne tient pas compte, le cadastre de l'époque, elle ne tient pas du tout compte du fait de... Si vous, alors pardon, c'est sûrement pas votre cas, mais vous avez 2 propriétés, que vous en avez 4, que vous en avez 10 et que vous en avez une seule. Il faut une réforme profonde du système. Ça ne tient absolument pas compte de cela et pourtant vous n'aurez pas les mêmes moyens financiers. Si vous avez emprunté pour acheter votre logement et si vous l'avez acheté cash, ça ne tient pas compte non plus des dettes que vous avez et ce alors même que quand vous avez des dettes, eh bien, c'est la banque qui est en partie propriétaire de votre bien plutôt que vous-même. Tout ça pour vous dire qu'il faut profondément réformer les taxes foncières. La taxe foncière, il faut la rendre, 1, progressive, 2, tenir en compte les dettes, 3, tenir compte de l'ensemble du patrimoine que vous détenez. Et je termine juste sur une chose, c'est que la taxe foncière est l'illustration de la manière dont on a abandonné nos collectivités locales en leur laissant plus aucune ressource. Pourquoi ces taxes foncières ont augmenté? Parce que c'est la seule recette qui leur est liée et que l'État les a dépouillées. Eh bien, nous disons c'est à l'État non seulement de compenser et de faire en sorte que ces taxes soient justes et ensuite que les communes puissent en fixer le taux de manière progressive. C'est à l'État de s'en occuper. On restera là-dessus. Merci beaucoup, Anne Aubry, de votre présence, de vos éclairages. Merci à vous 3 pour la contradiction. Merci à vous derrière vos télés. Et merci aux télévisions locales pour leurs images. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.